Née à la Malbaie en 1958, Claire Bolduc est agronome de formation et une figure marquante du développement rural au Québec. Diplômée de l'Université Laval, elle débute sa carrière en enseignement au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue avant de gravir les échelons de sa profession jusqu'à devenir présidente de l'Ordre des agronomes du Québec, une fonction qu'elle est l'une des premières femmes à occuper. J'étais impliquée à l'Ordre des agronomes presque 15 ans avant d'en devenir la vice-présidente et ensuite la présidente. J'ai pu œuvrer à l'intérieur de tous les paramètres de ce que ça comporte un ordre professionnel. J'ai touché de près à l'ensemble des dossiers avant d'arriver à la vice-présidence et à la présidence. Et ça m'a permis de très bien comprendre le système dans lequel on fonctionne. C'est un système professionnel au Québec, c'est un système de protection du public. Au cours de sa carrière, elle œuvre dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et du développement régional. Grande défenseur de la ruralité, elle préside notamment Solidarité rurale du Québec pendant 8 ans, où elle porte la voix des régions partout dans la province. L'Ordre des agronomes est un membre fondateur de Solidarité rurale. Et à l'époque, j'étais impliquée, imprégnée de ce qui se passait. Moi, j'étais là aux États généraux du monde rural qui a mené à la Fondation de Solidarité rurale du Québec. J'y étais. Et c'est intrinsèque. L'activité agricole, elle se passera toujours en ruralité. Installée au Témiscamingue depuis plusieurs décennies, elle est également copropriétaire du domaine des Ducs, un vignoble situé à Duhamel-Ouest. En 2017, elle devient préfète de la MRC de Témiscamingue, un poste qu'elle occupera pendant 8 ans, contribuant activement au développement et au rayonnement de la région. Je pense que j'étais à la radio, puis on disait, est-ce que tu vas aller à la MRC ou tu vas aller aux élections provinciales au Québec? Mais j'ai dit, mais où est-ce que je serais le plus utile à la population? Et c'est là où les gens ont appelé, puis la boîte vocale était pleine chez nous. Je pense qu'il y avait 13 ou 14 messages, puis tout le monde a dit « À la MRC, ça presse, on a besoin de toi ». Récompensée à de nombreuses reprises pour son engagement, Claire Bolduc est notamment chevalière de l'Ordre national du Québec et récipiendaire d'un doctorat honorifique de l'Université McGill. Claire Bolduc est aujourd'hui notre invitée dans Portrait Témiscamien. On la connaîtra davantage. Claire, après avoir consacré une grande partie de ta vie au développement des régions, comment te présenterais-tu aujourd'hui à quelqu'un qui ne te connaît pas? D'abord, comme agronome, c'est toujours le titre que j'ai beaucoup aimé parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie part du fait que j'ai un bagage agronomique. Et ensuite, je dirais, ancienne préfète du Témiscamingue, c'est comme ça qu'on me présente à Radio-Canada. Mais c'est mère, grand-mère et productrice agricole également. Je pense que ça résume le parcours de vie. Et quand tu regardes justement ton parcours de vie, y a-t-il une décision qui a changé le cours de ta vie? Oui, me présenter à l'élection comme présidente de l'Ordre des agronomes du Québec, comme vice-présidente d'abord et comme présidente ensuite. Ça, c'est une décision dont découlent toutes les autres, dont découle Solidarité rurale, dont découle l'implication en politique municipale. Cette première décision-là, elle relève, c'est le parcours d'agronome. J'étais impliquée dans la région, dans la section régionale, comme présidente régionale, et c'est de faire le saut au niveau de la politique, au niveau du Québec, au niveau de l'Ordre des agronomes, au niveau du Québec. Il faut savoir, c'est de la politique, c'est de la contre-politique, mais c'est de la politique, et tout part de là. Agronome, copropriétaire d'un vignoble. Parle-nous un peu de cette vignoble que vous avez. Je pense qu'on y est. Tu vas me présenter le vignoble. Alors, oui, quand on m'a demandé un endroit qui me parle particulièrement, le vignoble, c'est mon endroit préféré. On est près du lac Témiscamingue. C'est une des valeurs sûres du vignoble, la proximité du lac, l'avantage que ça peut donner pour la culture qu'on a,
qui est un peu une agriculture extrême. C'est un endroit magnifique et c'est surtout un projet qu'on a développé, mon conjoint et moi, au cours des 35 dernières années. Alors, c'est un endroit qui m'est très cher et je vous accueille avec grand plaisir au vignoble Domaine des Ducs. On a été longtemps le vignoble le plus au nord, en Amérique du Nord. Il y a maintenant un vignoble à Matane et c'est nettement plus au nord qu'ici. Les conditions sont très différentes de ce qu'on retrouve au Témiscamingue comme possibilité agricole et on est très fiers de tout ce qu'on a fait. Ici, quand on a acquis la terre pour le vignoble, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il y avait des champs, point, aucun bâtiment. Tout a été fait par Richard. Et puis je dis Richard parce que je dis souvent, j'exploite un vignoble et mon mari, c'est lui qui fait le travail. Moi, je suis plutôt préposée aux relations publiques et je m'assure de toute la question administrative. Mais on est parti de zéro. On est rendu avec un beau vignoble, une production qui s'enrichit d'année en année. On est très fiers de ce qu'on a bâti. Merci Claire de nous recevoir dans ce vignoble, le Domaine des Ducs. Je vous accueille. Merci. Claire, tu es native de Charlevoix. Comment es-tu arrivée en Abitibi-Témiscamingue? Mais en fait, je suis née dans Charlevoix, je suis née à la Malbaie, mais j'ai vécu à Bécomo. Et c'est mon choix universitaire qui m'a conduit à l'agronomie. C'est en agronomie que j'ai rencontré mon conjoint. C'est avec lui qu'on s'est envenu ici, en Abitibi-Témiscamingue, ici au Témiscamingue. Richard, lui, est originaire de l'Abitibi, il vient de la Sarre. Moi, je suis originaire de la Malbaie, mais j'ai vécu à Bécomo. Et on est arrivé ici en 1980, à la fin de nos études. On était ici pour 3 ans. On y est toujours. Alors, ça dit à quel point le territoire témiscamien nous capte et nous garde bien. Comment s'est faite votre rencontre, Richard et toi? On était dans les mêmes cours à l'université. Par hasard, dans un de nos cours, on était placés en équipe. C'est le professeur qui décidait des équipes. Et on était dans la même équipe. Et c'est comme ça, le premier contact s'est établi de cette manière-là. Aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça fera 50 ans en 2028 qu'on est ensemble. Ouais. C'est quoi le secret de votre amour? Secret de notre amour. Le respect. Je pense que c'est le fondamental. 2, la volonté de faire que l'autre réussisse ses rêves, tant de sa part que de la mienne. 3, c'est évident, les enfants, ça nous lie, c'est un ciment incroyable. 4, les projets qu'on fait ensemble. Les projets, le vignoble, c'en est un, la MRC, c'en était un autre. Mes engagements politiques partout au Québec, c'était un gros engagement qu'on faisait ensemble. Tu peux pas choisir ça toute seule. Alors, on a composé au fil des ans sur des projets conjoints, sur des projets qui permettent à l'autre d'évoluer. C'est important pour Richard le vignoble, c'est important pour moi l'implication politique. Alors, l'un et l'autre, on s'est accompagnés là-dedans. Comment décris-tu Richard? Un roc. Il est solide, c'est un roc. C'est la personne qui croit le plus en moi, en nos enfants. Avant même qu'on ait connaissance de nos capacités. C'est un roc, c'est quelqu'un de solide et c'est quelqu'un de totalement engagé. Pourquoi avoir choisi l'agronomie comme domaine d'études? C'est un domaine appliqué et c'est une discussion que j'ai eue avec mon père qui disait « Mais tu sais, on mange 3 fois par jour. Les gens auront toujours besoin de manger. L'agriculture, c'est important. » Puis l'agriculture, c'est pas seulement cultiver des plantes ou élever des animaux d'élevage. L'agriculture, c'est le paysage. Ça crée du paysage. L'agriculture, c'est une sociologie. Ce sont des communautés rurales. L'agriculture, c'est de l'environnement. L'agriculture, c'est ce qu'on mange 3 fois par jour. L'agriculture, c'est la vitalité d'un territoire. L'agriculture, c'est la santé, parce qu'on est ce qu'on mange. L'agriculture, c'est de la sociologie, parce qu'on a créé notre culture québécoise sur la base de ce qu'on pouvait cultiver, ce qu'on pouvait transformer à même cette agriculture-là. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que juste cultiver des plantes et élever des animaux d'élevage.
Et c'est ce qui est captivant en agronomie. C'est ce qui m'a conduit à le choisir parce que, on mange 3 fois par jour. Et 2, c'est toute l'organisation. Il n'y a pas de pays qui existe s'il n'y a pas d'agriculture dans le pays. Et toute l'organisation sociétale repose sur l'agriculture et le fait qu'on mange 3 fois par jour. Dans ce contexte-là, c'est devenu une passion. Puis c'est des sciences biologiques, c'est des sciences de la vie avec lesquelles on travaille en agriculture, en agronomie. C'était moi, ça. Tu as dit passion. Qu'est-ce qui te passionne autant dans l'agriculture depuis plus de 40 ans? La résilience. C'est ce qui me fascine, pas tant qui me passionne, mais ce qui me fascine, c'est la résilience, c'est la résistance des gens qui pratiquent l'activité agricole. J'ai vu des années ici, et encore dernièrement, là, où il y a un gel mortel le 7 juin. Un gel mortel le 7 juin, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de raisins à récolter à l'automne. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de pommes dans les pommiers, qu'il n'y a pas beaucoup de fraises dans les fraisiers, il n'y a pas beaucoup de framboises dans les framboisiers. C'est un gel qui a touché tout le Québec. Dans ce contexte-là, la résilience, ça me fascine. C'est pas une passion. L'agriculture, c'est un mode de vie. Et l'agronomie accompagne l'agriculture. Mais ce qui me fascine, c'est la capacité de recommencer année après année, saison après saison, de poursuivre le travail. Ça, c'est fascinant. Et pour ça, moi, je lève mon chapeau, je le lève très haut et je salue bien bas tous ceux qui pratiquent l'activité, être producteur agricole, être transformateur agroalimentaire. Chapeau à ces gens-là. Claire, tu as été la 3e femme en 80 ans à présider l'Ordre des agronomes du Québec. Que représentait cette responsabilité pour toi? J'étais impliquée à l'Ordre des agronomes presque 15 ans avant d'en devenir la vice-présidente et ensuite la présidente. J'ai pu œuvrer à l'intérieur de tous les paramètres de ce que ça comporte un ordre professionnel. J'ai touché de près à l'ensemble des dossiers avant d'arriver à la vice-présidence et à la présidence. Et ça m'a permis de très bien comprendre le système dans lequel on fonctionne. C'est un système professionnel au Québec, c'est un système de protection du public. Et pour moi, ça m'a permis de bien saisir tous les détails, toutes les nuances que ça peut avoir. La protection du public en matière agronomique, c'est le service agronomique, ça va être pour, par exemple, la culture des céréales. Les céréales, ils finissent dans le pain qu'on mange. Ils finissent auprès des animaux qui vont le consommer, des poules, des vaches, des cochons qui vont le consommer et qui vont ensuite devenir un aliment pour nous. Alors, le conseil qu'on donne, il va avoir une répercussion sur la chaîne alimentaire. Et c'est ça, avoir une conscience de la protection du public. Le conseil doit être approprié, il ne doit pas être démesuré, il doit être justifié et il doit être exact parce que le producteur agricole, lui, il le met en pratique et les conséquences, particulièrement les conséquences financières, c'est lui qui les subira. Alors, c'est ça la protection du public, c'est avoir en tête la production, la personne qui est derrière la production, c'est-à-dire le producteur, et la finalité de cette production-là. Ça va finir dans l'assiette de quelqu'un. Alors, il faut que ce soit parfait. On ne peut pas se permettre d'écart en matière agronomique. Cette préoccupation-là du devoir agronomique, moi, je l'ai portée haut et fort durant le passage que j'ai eu de 10 ans à l'Ordre des agronomes du Québec comme leader. Je l'ai portée aussi vers la société québécoise parce qu'on mettait à contribution l'importance de la science agronomique au service de la société. Dans des débats majeurs, dans des débats environnementaux, dans des débats sur les OGM, parce que moi, j'étais présidente sur la crise porcine, l'arrivée des OGM dans la réalité scientifique et agriculturale qu'on vivait à l'époque. J'étais sur les grandes questions environnementales, j'étais sur les pesticides en agriculture. C'était les grandes... Et c'est toujours des débats très, très importants. Je fais exprès, à toutes les fois que je vais chez Costco, je regarde le saumon OGM, puis je dis « Ah non, c'est du saumon de l'Atlantique d'élevage. C'est des poissons OGM. Faut pas manger ça. » Et je le dis assez fort pour que les gens autour de moi
recule du comptoir de poissons. Je faisais la même chose avec les tomates du Mexique parce qu'ils utilisent des pesticides qu'on a bannis ici au Québec, mais ils les utilisent encore chez eux. Alors, avoir conscience que c'est pas juste un revenu pour une personne, c'est pas juste une activité qui occupe le territoire, mais que ça finit dans l'assiette de quelqu'un qui va le consommer. On est ce qu'on mange. Comme personne, on est ce qu'on mange. C'est ça l'agronomie. C'est ça profondément l'agronomie. Mon conjoint Richard, qui est agronome également, a accompagné pendant 35 ans les agriculteurs du Témiscamingue et il les a accompagnés pour développer leur entreprise, pour les faire grandir, pour les faire acquérir de nouvelles technologies, pour l'agro-environnement. Il a été extraordinaire auprès de ces producteurs-là. Encore aujourd'hui, ils viennent le saluer avec beaucoup de fierté. L'agronome les a beaucoup aidés. Il les a beaucoup accompagnés, il les a bien accompagnés, il les a beaucoup aidés. Ils viennent encore le saluer sur son travail. C'est important, le travail. C'est un travail de personne à personne, mais ça finit toujours dans l'assiette de quelqu'un. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Claire, as-tu eu l'impression de devoir travailler plus fort pour faire ta place dans un milieu longtemps dominé par les hommes? Je me suis même pas arrêtée à y penser. Je veux me présenter à la vice-présidence de l'Ordre, j'y vais. Je veux me présenter à la présidence, j'y vais. Je me présente à la présidence de Solidarité rurale, j'y vais. Je me suis jamais arrêtée à me dire, bon, est-ce qu'il va falloir que je me batte plus fort? Non. Je me suis pas arrêtée à me le dire, j'y vais. Si ça n'avait pas marché, je me serais peut-être posé la question. Ça n'a pas été le cas. Alors, puis il y a des moments, particulièrement comme préfète, où je voyais des réactions, puis je me disais, je ne vais pas dans cette réflexion-là. Les gens ont le droit d'avoir des réactions, des oppositions. Je ne vais pas dans cette direction-là. Jamais je ne me suis posé la question et je me suis dit, « Ah, c'est parce que je suis une femme que c'est cette réaction-là auquel j'ai droit. » Jamais. Puis si on s'arrête à se la poser, c'est qu'on bloque. Je ne me suis pas bloquée là-dessus. Jamais. Pendant plusieurs années, tu as dirigé Solidarité rurale du Québec. Pourquoi la ruralité est-elle devenue pour toi un grand combat, ou ton grand combat? Ça a été un grand combat. Il y en a eu 4 grands combats. La ruralité, ça en a été un. Puis je rappelle que comme présidente de l'Ordre des agronomes, l'Ordre des agronomes est un membre fondateur de Solidarité rurale. Et à l'époque, j'étais imprégnée de ce qui se passait. Moi, j'étais là aux États généraux du monde rural qui a mené à la Fondation de Solidarité rurale du Québec. J'y étais. Et c'est intrinsèque. L'activité agricole, elle se passera toujours en ruralité. On peut vouloir ensemencer tous les toits, tous les espaces verts qu'il y a à Montréal, comme on le fait en agriculture. On appelle ça de l'agriculture urbaine. Bon, d'abord, il faut se rappeler qu'au fin 19e siècle, début du 20e siècle, on a sorti l'agriculture des villes. C'était une question d'hygiène publique. Là, on réinsère les activités agricoles, mais particulièrement de l'horticulture en ville. Mais on pourra ensemencer tout ce qu'on voudra dans le milieu urbain. À Montréal, on va avoir de la production qui va nourrir l'ensemble de la population de Montréal, 1 million de personnes. Puis je parle de l'île de Montréal, là, pas de l'agglomération. 1 million de personnes pendant 7 semaines et 3 jours. Alors, ils auront toujours besoin de l'agriculture qui est pratiquée dans les communautés rurales. L'agriculture et la ruralité, c'est intrinsèque. Mais la ruralité, ce n'est pas que l'agriculture, c'est beaucoup plus que ça. La ruralité, c'est de la culture. La ruralité, c'est des communautés forestières, c'est des communautés touristiques, c'est des communautés de pêche, c'est des communautés, on peut appeler ça dortoirs, c'est des communautés qui accueillent, c'est des communautés qui supportent des nouvelles familles. La ruralité, c'est beaucoup plus que l'agriculture, mais l'agriculture sera toujours pratiquée en milieu rural. Dans ce contexte-là, la ruralité m'a happée parce que j'allais là, moi, je me disais, je vais défendre les communautés rurales. Ben non. Les communautés rurales, elles sont là, malgré les difficultés au fil des siècles, elles sont toujours là et elles sont toujours présentes et elles sont toujours vivantes. Alors, dans le contexte, tu défends pas les communautés rurales, tu leur donnes une voix.
tu leur donnes une entité qui les propulse. On en fait la promotion, on y croit. Puis effectivement, ça nous est arrivé de défendre le droit des communautés rurales d'être différentes, puis le droit à la prospérité à même ces différences-là. Ça, on l'a défendu. Mais les communautés rurales, elles se défendent et elles survivent parfaitement toutes seules. Elles sont résilientes, solides, elles sont fortes, elles sont fragiles, mais elles sont fortes. Selon toi, Claire, quel est le plus grand mythe que les gens des grands centres entretiennent encore sur les régions? D'abord, on distingue les régions et la ruralité, parce qu'en région, on a des grandes villes. Rouyn-Noranda, Val-d'Or en sont des exemples, Amos, Lassar, Ville-Marie. Mais le plus grand mythe, c'est qu'on n'est pas nombreux, puis qu'on est à quelque part qu'on compte pas dans l'équation. C'est le plus grand mythe. Je pense que c'est ça c'est ce qui nous fait le plus mal. Et ceux qui prennent les décisions sont soit à Montréal, soit à Québec. Ils ne sont pas dans les régions, ils ne sont pas avec nous, ils vivent pas chez nous. Alors, le plus grand mythe, c'est qu'on compte pas vraiment dans l'équation. Mais je vous rappelle que l'Abitibi-Témiscamingue, à elle seule, c'est pas tout à fait 2 % de la population du Québec, mais on contribue pour près de 10 % au PIB du Québec. L'activité minière, l'activité forestière, l'activité agricole sont toutes des activités qui ne se délocalisent pas. Juste vous donner un exemple, l'agriculture, c'est 110 000 emplois. La foresterie, c'est 60 000 emplois au Québec. Ça se passera toujours dans les régions, ça se passera toujours dans les communautés qui ne sont pas dans les grands centres. L'agriculture, la foresterie, les mines, le secteur minier, ça va toujours se passer en dehors des grands centres. Et si on veut parler de solidité, ben les mines, c'est là où c'est, la forêt, c'est là où c'est. C'est pas, tu transportes pas la forêt ou tu délocalises pas l'activité forestière. L'avionique, c'est 40 000 emplois. La pharmaceutique, c'est 24 000 emplois. Et tout ça peut se faire n'importe où dans le monde. Alors, l'importance des régions, elle n'est pas bien captée parce que nos ressources premières, l'eau a commencé par l'eau, mais toutes les autres, forêts, mines, agriculture, c'est ce qui permet au territoire de vivre. Si on ne l'habite pas, le territoire, si on ne l'occupe pas, notre territoire, dommage, on n'existe plus comme pays. On perd. C'est la plus grande richesse d'une nation, son territoire, et les possibilités qu'il offre. Alors, quand on est à Québec et qu'on prend des décisions sur la base de colonnes de chiffres, on fait une erreur monumentale sur le développement des régions. On a une perception des régions qui est complètement faussée. On a une perception des régions. Et c'est le plus grand. La perception n'est pas là, mais on ne compte pas dans l'équation. Les gens pensent qu'on ne compte pas. Ceux qui prennent les décisions nous considèrent comme quantité négligeable. Que faudrait-il faire pour assurer l'avenir des petites municipalités québécoises? L'avenir des petites municipalités, ça va reposer sur la capacité de ces municipalités-là à se renouveler. On a été beaucoup des municipalités rurales associées à l'agriculture. On a été beaucoup des municipalités rurales associées à la foresterie. Quelques-unes sont associées très directement à l'industrie minière, d'autres sont associées très directement à l'industrie des pêches. Mais l'avenir, ça va être dans la capacité à se renouveler et à se connecter. À se renouveler dans le sens où on est capable, avec les moyens technologiques maintenant, de faire du télétravail pour le Québec, de partout au Québec. On est capable, avec les moyens technologiques maintenant, de produire et de vérifier des systèmes très avancés à partir de communautés rurales, à partir de régions. Alors, la capacité de se renouveler, d'innover dans la proposition qu'on fait pour ceux qui viennent vivre chez nous, de faire des propositions plus ancrées sur les personnes plutôt que sur l'activité économique. Des propositions aussi, les mécanismes d'accueil des populations. Tout ça va faire en sorte qu'on se renouvelle bien, qu'on se renouvelle mieux, qu'on accueille mieux et qu'on attire plus. Pour finir ce premier chapitre de notre portrait Témiscamingue avec Claire Bolduc, on est toujours dans le domaine des ducs. Qu'est-ce que vous produisez exactement? Nous, on cultive la vigne. Et c'est important de le dire, on cultive la vigne de façon non conventionnelle, comme ça se fait dans des endroits dans des régions plus nordiques. Alors, on cultive la vigne avec les raisins qu'on récolte.
On fait des vins, blancs, rouges et rosés. On fait, à partir des résidus de vin, on fait des gelées de vin, blanc, rouge, rosé, avec un aromate. Et la fromagerie au village, avec notre vin rouge, fait le fromage Le Cœur du Village ou le Grand-Duc, qui est vendu dans les magasins grande surface. Ce qui est important de dire, c'est qu'on a réussi à cultiver la vigne dans le contexte. On n'a pas imposé une culture avec ses manières de cultiver comme on les voit ailleurs, dans un milieu où ça n'était pas installé. On a travaillé avec la vigne comme elle est, dans le milieu comme il est. Alors, on n'attache pas les vignes. On appelle ça palisser les vignes. Chez nous, on ne les attache pas. Elles sont rampantes, elles sont buissonnantes. Pourquoi? Parce que ça protège les bourgeons de fruits qui sont plus bas sur le plant et qui résistent mieux à l'hiver. On a aussi adapté toutes les façons de faire le vin. Notre œnologue est incroyable à ce sujet-là. Il nous aide à faire le vin à partir des raisins qu'on récolte. Alors, c'est ce qu'on fait ici. Pour la dernière année, quels sont les chiffres du domaine des Ducs? Bien, la production varie entre 3 000 et 7 000 bouteilles annuellement. Ça dépend toujours de la saison. Comme on a fait le choix d'être biologique, on a la chance de ne pas avoir aucun ravageur chez nous. On a fait le choix d'être biologique. Alors, les possibilités de compenser les pertes à la récolte, on ne les prend pas. On pourrait acquérir acheter, tiens, même les abeilles aiment ça. On pourrait acheter du raisin pour compléter la production, mais on ne le fait pas parce qu'on veut rester avec le raisin de chez nous, biologique. Maintenant, la dernière saison a été une toute petite saison. Je rappelle qu'il y a eu un gel le 30 ou le 31 mai de l'année 2025 et ça a affecté de façon importante. L'hiver avait été difficile, peu de neige. La neige, c'est un atout important pour nous, pour les vignes, mais il y avait une petite saison de récolte au niveau de la vigne l'année dernière. C'est vrai pour l'ensemble des vignobles du Québec. Où est situé le domaine des Ducs au Témiscamingue? Le domaine des Ducs est à Duhamel-Ouest, sur les bords du lac Témiscamingue. On est situé à l'île du Collège. Vous passez le pont de l'île, ce qu'on appelle le pont de l'île, et en montant la côte, sur la gauche, vous trouvez le domaine des Ducs. On referme ce premier chapitre et on va découvrir un autre endroit avec Claire Bolduc. Merci Claire. Merci.